Welcome to the fourth Bienvenue à cette cinquième et dernière session des portraits d'espace pour l'école de l'Anthropocène qui s'est déroulée tout au long de cette semaine. Cette série a donc été organisée par Cédric Duroux. Et cette semaine, on s'est intéressé à ces génies du monde entier qui nous partagent leur travail très intéressant et qui nous parlent de ce qui se passe dans leur ville en ces temps troublés. Lundi et mardi, nous avons travaillé avec Joy Fei Tang. Hier, nous avons parlé avec Tony Tone, qui nous a amenés dans son quartier de New York, et aussi avec Omaï Charifi, qui nous a parlé de choses absolument passionnantes à propos de Kaboul. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec Babawale Obayanju, qui est donc photographe et qui est un militant pour les droits humains à Lagos, au Nigeria. Il est très intéressant aussi par son parcours, cet homme, puisqu'il a une formation de géologue. Et on peut retrouver justement ce coup d'œil dans son travail photographique et aussi dans son travail de designer. Il y a énormément de conflits entre des multinationales qui se chargent du pétrole et les communautés locales dans cette région-là et qui se battent pour ces terres. Donc ça va être très intéressant de pouvoir entendre son point de vue à ce sujet. Wale, comme je vous le disais, travaille en tant que photographe et donc vous allez pouvoir jeter un petit coup d'œil sur son travail. Et Wale, merci beaucoup, bienvenue et merci d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Eh bien, merci de m'inviter surtout. Je suis très heureux d'être ici avec vous. Merci Tao, merci à l'Université de Lyon pour avoir convié et merci à tous ceux qui nous écoutent dans le monde entier. Alors, est-ce qu'il faut que je me présente encore une fois? Non, je pense que c'est bon peut-être. Très bien, merci.
maybe I share my screen. Yeah, we seem to be having some technical issues there. Alors, je crois qu'il y a quelques petits problèmes techniques. Apparemment, la vidéo n'a pas de son, mais il va falloir que nous continuions de toute façon. I share my screen now. Let's see. Je vais partager maintenant mon écran. On va voir si ça fonctionne. Dans notre monde en mutation rapide, chaque secteur évolue rapidement. Des personnes à la recherche de pâturages plus verts quittent quotidiennement les communautés rurales pour les villes. Les facteurs qui caractérisent l'ère de l'Anthropocène, la mondialisation, la migration, l'urbanisation et le changement climatique alimentent ces changements rapides. Okay, we are back with Babawale. Babawale, please, could you begin your Alors presentation? on va Thank you. revenir avec Babawale. Est-ce que tu pourrais débuter ta présentation s'il te plaît? Oui, donc rebonjour à tous. Donc je m'appelle Babawale, je me suis déjà présenté tout à l'heure, mais je vais vous parler aujourd'hui de ce que j'appelle Oko Eco, c'est-à-dire les véhicules de Lagos. Dans notre monde en mutation rapide, chaque secteur évolue rapidement. Et ici, on parle de mondialisation, de migration, d'urbanisation, de changement climatique. Et aujourd'hui, les gens, et surtout dans mon pays au Nigeria, essayent de donc quitter la ville pour rechercher des pâturages plus verts. Ils cherchent plus d'opportunités. Lagos est une ville pleine de créativité. What's happening here? Okay, then basically, so this I can't really see the screen now. Alors je ne vois pas vraiment l'écran, je ne sais pas vraiment où je suis. Voilà, très bien. Donc c'est l'une des villes qui se développe le plus rapidement au monde.
that is bounded in the north, in the southwest. Is the southwest? Is it located in the southwestern part of qui Nigeria? se trouve au sud-ouest du Nigeria. C'est l'un des plus petits États du Nigeria. Il y a 36 États au Nigeria. Et l'État de Lagos est le plus petit. Cette petite ville de Lagos est un centre économique et d'activité, avec la créativité en fer de lance, la technologie. Les gens ici sont très intelligents, ils sont vraiment tournés vers l'entrepreneuriat. Il y a des opportunités à Lagos de trouver leur chemin. C'est pour cela que Lagos est très peuplé. Et donc, lorsque les gens émigrent à Lagos pour essayer de trouver, voir si l'herbe y est plus verte, les gens se rendent compte, et tout le monde veut aller à Lagos. Et comme je disais tout à l'heure, c'est l'une des villes qui se développe le plus rapidement au monde. C'est la 5e économie plus importante d'Afrique. Et comme je le disais, les gens souhaitent découvrir les opportunités qu'offre Lagos. Donc je vais vous donner quelques petites données géographiques. C'est une ville qui donc mesure 3500 km². Il y a beaucoup de lagunes et de criques, 22%. Some of them have decided to live in Ogun State, which is just a stone's throw from Lagos. But because of the little road networks we have in Lagos, dû au réseau routier de Lagos, cela peut prendre énormément de temps, ça peut prendre des heures pour se déplacer de son travail, de son domicile à son travail. Et en termes de système de transport, c'est important de comprendre la détermination qu'il faut pour utiliser les transports en commun. Il faut donc passer de la presqu'île à la péninsule tous les jours, par exemple. Ça peut prendre 10 à 20 minutes en temps normal et finalement, à cause de la circulation, cela peut prendre 3 à 4 heures parfois. Donc moi, j'aimerais vous montrer la détermination des gens en ce qui concerne l'utilisation des transports. As the place where 50% of the amount of greenhouse gases released in Nigeria dwells. 40% of the national petroleum consumption happens in Lagos because you have a place crowded with people. Lagos, évidemment, comme c'est une ville très peuplée, c'est aussi une ville très polluée. Et l'État de Lagos produit environ 50% des émissions de gaz à effet de serre au Nigeria. Et on est entre 15 et 22 millions d'habitants à Lagos. En 1900, dans les années 50, elle était beaucoup moins peuplée. Et aujourd'hui, il y a plus de 20 millions d'habitants à Lagos, selon les derniers chiffres. Alors, comment peut-on caractériser la résilience, la détermination des habitants de Lagos? Je n'ai pas trouvé d'autres mots pour les définir. Ce sont des gens qui sont véritablement créatifs, qui ont des compétences techniques et qui sont des opportunistes. Ils saisissent les opportunités, toutes les opportunités
qu'ils peuvent trouver pour développer l'économie du pays, de l'État et aussi pour leur vie individuelle. Je vais vous montrer, j'ai essayé donc de vous montrer la qualité de vie à travers les transports. La mobilité, évidemment, c'est un facteur déterminant de la qualité de vie. Have changed the process of transportation from one generation, from one decade to another. Et les transports ont évolué tout au long des dernières décennies. Et les transports collectifs, comme vous pouvez le voir, j'ai des amis en termes de vidéos et de photographie qui font un travail incroyable pour pouvoir documenter ce système de transport à Lagos. Voici donc la belle Lagos. C'est un endroit qu'on appelle Eko. Dans l'état de Lagos, il y a cette ville de Lagos, ou Eko dans la langue locale des Yoruba. Je vais vous montrer les activités commerciales que l'on peut trouver à Lagos et autour de Lagos. Ça peut être donc des vêtements, de la nourriture. Ça, c'est un centre d'activité commerciale. Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez à cet endroit-là. Donc les gens traversent par des ponts. Il y a certains des plus longs ponts d'Afrique à Lagos. Là, on voit le pont de Qatar. Donc là, on peut voir les lignes de bus. On va voir maintenant comment ce système de transport public fonctionne depuis les années 50. On les appelait Bole Kaja, ce qui veut dire battons-nous. Ces bus, mais je me suis documenté là-dessus, j'ai lu des livres et j'ai regardé des photos et ça ressemblait plutôt à des pick-up qui venaient de la campagne pour récolter, pour amener des produits en ville. Mais c'était aussi des véhicules de transport pour les gens. On transportait des produits et des gens d'un endroit à l'autre. Voilà ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui. La photographie que vous voyez maintenant nous montre la transition que j'ai pu voir de mes propres yeux. Donc on est passé de ces gros camions Mercedes 911 et ensuite on est passé à des combis et maintenant on a plutôt des tricycles, des mobylettes et des petits bus Suzuki. Tout ceci est arrivé parce que le réseau routier est complètement congestionné à Lagos. L'un des problèmes principaux de cette ville, c'est la circulation. Très souvent, lorsque je me rends à Lagos pour mes activités professionnelles, ce qui me rend le plus anxieux, c'est justement la circulation. On peut parfois rester coincé de 5 à 10 heures dans les transports. Par exemple, parfois quand on se déplace en avion au Nigeria, on se rend compte que le vol est beaucoup plus court que le simple fait d'aller à l'aéroport, qui peut prendre beaucoup plus de temps. Et il y a des millions et des millions de véhicules, 5 millions de véhicules pour 9100 routes. Et ceci pour transporter 8 millions de personnes. Donc on est passé de grands bus à des bus beaucoup plus petits qui peuvent se faufiler dans les transports.
Alors, je vous propose de voyager ensemble. Sur cette photo, vous voyez une idée de la circulation à Lagos. En 2008, le gouvernement a décidé de se pencher sur le système de transport à Lagos qui était organisé par des sociétés privées depuis 1958 jusqu'à 2008. Et le gouvernement a décidé de s'attaquer à ce problème puisque la situation devenait vraiment critique. Alors, le bus rouge que vous voyez ici est un autobus qui a été créé par le gouvernement pour faciliter les déplacements à Lagos. Et sur cette photo, on comprend bien la situation des transports à Lagos. Ici, vous voyez les transitions entre 1958, les années 50, jusqu'en 2008. Alors tout d'abord, les Bolekaja, comme j'en ai parlé. J'étais pas né à l'époque. Et on est passé au Molue. C'était la Mercedes-Benz 911 qui a été convertie en bus pour le déplacement des personnes. Donc c'est histoire d'avoir une idée de ce à quoi ça ressemblait. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise sur Internet d'un Bolekaja. C'est l'idée, ça vous donne une idée de ce qu'on appelait un Bolekaja. Donc vous imaginez comment les gens se déplaçaient avec ces camions qui ont littéralement été transformés en bus. Donc, c'était des véhicules qui étaient un peu difficiles à démarrer. Il fallait démarrer à la manivelle. Donc, il fallait faire tourner le moteur manuellement pour lui donner l'élan, pour que le moteur soit lancé et démarre. Alors, vous imaginez la pollution atmosphérique et c'était des véhicules qui étaient très lents. Après, il y avait les Molue. Donc, des camions 911 qui étaient modifiés pour devenir des bus. Et beaucoup de ces camions ne sont plus produits actuellement. Mais les gens de Lagos ont trouvé la manière d'utiliser ces camions. Ces camions polluent aussi énormément l'environnement et ne sont pas sûrs pour le transport de personnes. Donc, il m'a fallu 2-3 heures pour retrouver un de ces bus parce que ces bus ne sont plus vraiment en circulation. Et là, on voit les 3 types de bus que l'on a qui sont gérés par des sociétés privées à Lagos. Donc, à gauche, il y a le Korope. Désolé. Donc les Koropé peuvent prendre entre 7 et 8 personnes et ils peuvent être utilisés sur l'autoroute, le long des ponts à Lagos. C'est en centre-ville en général. En tout cas, c'est ce que j'ai pu comprendre dans mes recherches. À droite, on voit un Danfo. C'est une sorte de véhicule combi. Et on peut avoir 13, 15 passagers. Et le véhicule derrière, c'est un tricycle, un Kemawa, qui a été introduit par le gouvernement de Lagos et qui est utilisé donc pour essayer de faciliter les déplacements. Donc, en une photo, on voit à peu près les 3 types de transports qui sont utilisés pour les déplacements et des transports qui sont gérés par les sociétés privées. Donc ça, c'est un endroit qui s'appelle Oshodi. À la fin des années 80, début des années 90,
on disait déjà, si vous allez là-bas, faites attention à vos poches. On risque de vous les faire les poches. Et le gouvernement de Lagos a décidé de réformer cet endroit qui s'appelle Oshodi. Donc, il y a des problèmes sanitaires. Donc, on a créé des parcs. On essaye de sécuriser cet endroit, on essaye de l'assainir. Donc, on voit bien que lorsqu'il y a un problème d'espace, malgré l'encombrement ambiant, les habitants de Lagos arrivent toujours à trouver des solutions. Et donc à 4h35 tous les jours, il y a un train qui passe là et les gens bougent ce marché improvisé sur les rails. Donc on utilise vraiment tous les espaces possibles. Alors pourquoi le gouvernement a décidé de s'attaquer au problème du transport? Parce que vu que ce sont des autobus qui sont gérés par des entrepreneurs privés, beaucoup de ces véhicules ne sont pas sûrs pour transporter des personnes. Il y a par exemple un truc tout bête, comme par exemple les sièges. Les sièges, parfois, il peut y avoir des parties métalliques qui sortent et vous pouvez vous déchirer vos vêtements, tout simplement. Et il n'est donc pas concevable de laisser ces bus dans la circulation. Il y a également le problème d'émissions de CO2, puisque ce sont des autobus qui fonctionnent sur des technologies un peu obsolètes et donc qui polluent beaucoup. Parce que, et cela, bien sûr, n'est pas bon pour le changement climatique. Ce sont souvent des autobus d'occasion qui ont appartenu déjà à une personne, deux personnes, c'est le troisième propriétaire. Donc, j'ai aussi compris que beaucoup de chauffeurs sont également mécaniciens. Et donc, ils conduisent ces véhicules en sachant que s'il y a un problème, ils seront autonomes et ils pourront réparer le véhicule. Donc, avec cette situation, le gouvernement de Lagos a décidé de prendre à bras-le-corps ce problème. Alors, vous voyez des photos de l'intérieur de ces bus. Et vous vous rendez compte par vous-même, ce n'est pas tout à fait des conditions de transport sûres. Néanmoins, les gens sont forcés d'utiliser ces bus parce que c'est ce qui existe. Donc le gouvernement de Lagos a décidé de mettre en place le BRT qui est une structure qui propose des conditions de transport plus humaines, plus sûres, et qui offre un peu plus de dignité aux gens, parce qu'il faut quand même avouer que dans les petits bus, les gens s'entassent les uns sur les autres. Ce n'est pas agréable du tout, en plus si on tient compte de l'état des routes. Donc avec ces nouveaux bus, l'administration a décidé d'améliorer les conditions de circulation. Donc il y a également des stations, des arrêts de bus
plus agréables, des terminaux où les gens peuvent attendre. Il y a également des voies qui sont dédiées à ces bus. Mais le gouvernement, notamment pour des questions budgétaires, n'a pas pu aller aussi vite dans ces réformes qu'il l'espérait. Il faut donc continuer à investir dans ce système de bus pour réduire le nombre de véhicules qui circulent. Les recherches ont montré qu'on a réduit les émissions de CO2 à Lagos de 20%. Les transports sont plus sûrs pour les gens. Les conditions de circulation sont meilleures. Ce sont des conditions de transport plus humaines. Et voilà une des contributions. Sur cette photo également, l'administration veut que Lagos soit une ville plus accueillante, plus humaine, où les gens retrouvent leur dignité, leur fierté, soit dans une ville plus belle. Donc, pour conclure mon intervention, le gouvernement est conscient que Lagos est une méga-ville. Et entre l'île et le continent, les différences sont gigantesques. Et l'administration a fixé des conditions d'amélioration pour l'île de Lagos. Il y a des communautés de pêcheurs de l'ethnie Makoko. Et ces communautés de pêcheurs ont été déplacées et ne peuvent plus retrouver les conditions de vie qui étaient les conditions de vie dans lesquelles cette ethnie a toujours vécu. Beaucoup d'ethnies ont été déplacées illégalement, tout ça sacrifié par le projet d'amélioration de la ville de Lagos, mais ces populations déplacées n'ont pas retrouvé un habitat qui leur convient. Donc, il me semble que c'est quelque chose sur lequel il faut attirer l'attention. On ne peut pas déplacer des gens dans cette mégalopole de Lagos sans se préoccuper de la manière dont ces personnes vont vivre, sans même se préoccuper de savoir si ces personnes sont préparées à vivre. Il est donc important que les individus, le gouvernement et toutes les parties intéressées puissent améliorer la mégalopole de Lagos et puissent vivre dans des conditions humaines. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup. C'est intéressant de voir que par le biais du transport, de la circulation, on peut arriver effectivement à parler du changement climatique, du déplacement, des populations forcées. Est-ce que c'est cher? Quelle est la différence de prix entre le système BRT et puis le système des bus Danfo, des minibus? En fait, le problème des grands bus, c'est qu'ils ne peuvent pas aller aussi vite que les...
around $1 thereabout. En gros, c'est les petits bus, c'est $1 et ils peuvent circuler facilement. Pour les bus BRT, You entered the bus yesterday for 200 naira, but you get to the bus park this morning, maybe it rained. Just increase the fare from 200 naira to 500 naira. ça peut aller entre 200 et 500 naira. C'est un peu plus cher. They can increase their prices without any prior notice. But for the BRT, they have a fixed price. Les bus BRT ont néanmoins, il faut savoir, un prix fixe, alors que les minibus, le prix peut évoluer en fonction de l'heure. Pour les bus BRT, on peut acheter un abonnement hebdomadaire, un abonnement mensuel également. Et la gestion de l'argent est transparente. En tout cas, le prix n'est pas excessif. Et les gens savent que ce sera toujours le même prix. Et s'il y a une augmentation, l'augmentation est annoncée à l'avance. Très bien. J'essayais également de voir la stratégie de résilience de Lagos qui a été publiée l'année dernière. Et ça m'a semblé important parce que l'objectif numéro 1 était de développer un réseau de transport intégré, solide, résilient. Donc je vois bien que la circulation est un problème à Lagos. Et donc on parle effectivement du système BRT. Et apparemment, et le problème, c'est que par contre, le réseau BRT ne couvre qu'une partie de la circulation. Et donc, on n'aurait que 0,5% de la population qui utiliserait le réseau BRT. Il y a une grande partie de la population qui marche, une autre partie de la population qui a des véhicules personnels et une autre partie qui utilise les minibus. Donc, est-ce qu'il est possible un jour de se débarrasser du système de transport informel? Ça, c'est une bonne question, je pense. Honnêtement, je pense que seul le système BRT ne suffira pas à régler le problème à Lagos. Il faut que les individus soient impliqués. Je n'ai pas les chiffres en tête. Mais je sais qu'il existe déjà plus de 100 000 de ces bus. Alors, qu'est-ce qui va se passer si le système BRT devient le seul système en place? Il faut aussi voir les conséquences. Qu'est-ce qui va se passer avec les chauffeurs des minibus, les petits bus Suzuki? Honnêtement, pour le moment, il y a simplement 260 bus BRT en circulation, donc comparez-les avec les quelques 100 000 minibus. Alors je pense que c'est bien ce qu'ils font. Ils essayent également d'encourager les gens à utiliser les voies d'eau, à utiliser les trains. Et vous voyez, par exemple, on a les images de Mumbai avec les gens qui circulent en train, mais qui circulent également sur le toit des trains. Donc, en aucun cas, on pourrait avoir une situation où les bus BRT suffiraient. Il y a également des systèmes type Uber, mais les systèmes type Uber vont ajouter encore des véhicules
donc une circulation encore plus sclérosée. Et il faut vraiment avoir une approche holistique pour régler le problème. Donc, en aucun cas, le gouvernement ne saurait pouvoir se contenter du système BRT. Il faut mettre encore plus de volonté et aller plus vite que nous y allons actuellement. On a quelques questions de la part du public. L'une dont je ne suis pas sûr que tu puisses répondre en ce qui concerne l'éco-atlantique, le projet éco-atlantique. As-tu des informations à ce sujet? Sais-tu pourquoi il a été retardé? Et une question beaucoup plus urgente concernant la pandémie et les confinements. Comment ça s'est passé à Lagos? Et en parallèle de cette question, ça a été très intéressant de voir comment beaucoup de villes ont réduit leurs émissions de CO2 pendant le confinement. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Pendant la première vague de Covid-19, Lagos était évidemment confiné. Les gens ne pouvaient pas se déplacer. Et très souvent, les gens travaillaient de chez eux. Beaucoup d'entreprises travaillaient à distance. Donc les bus ne se déplaçaient pas, ou en tout cas pas autant. Donc évidemment, il y a eu une réduction d'émissions. Mais dès la reprise, on s'est rendu compte que les gens essayaient de rattraper le temps et l'argent perdu. Donc, les gens ont vraiment fait leur maximum pour travailler. Et donc, voilà, il y a eu un côté positif à la pandémie. Et je pense que tout est lié, les êtres humains. Nous avons franchi toutes les limites. Et donc, la nature réagit. Et d'un point de vue personnel, bien sûr, ce n'est pas basé sur de la science ni prouvé, mais je pense que la Covid-19 est simplement un retour de la nature. La nature nous fait payer un peu ce qu'on lui inflige. Et pendant le confinement, on a pu le voir, toutes les forêts, les rivières, les fleuves se sont épanouis à nouveau. Et si on essaie de rattraper le temps et l'argent perdu juste après, finalement, ça sera encore pire en fin de compte. Donc, je pense que si on a une approche plus holistique, et essayer de penser au monde dans lequel nous vivons et penser à l'environnement et à en prendre soin. Et j'ai parlé du projet éco-atlantique. Et ce qu'on peut voir, c'est que les maisons sont construites sur du sable, sur des champs de sable. Et ce que j'ai pu voir, par exemple, en Asie, il y avait... ce que j'ai vu pour les villes d'Asie, c'est que mon souci, c'est que la ville va être bétonnée et que tous les réseaux aquatiques vont être éradiqués. Donc cette espèce d'Atlantide de l'Afrique, ce projet d'Atlantide ne fonctionnera pas. Donc même si on essaie d'embellir la ville, il faut
penser aux gens. Et le problème, la problématique, c'est le développement, ce qu'on appelle développement entre guillemets. Est-ce que c'est un type de développement qui est fait pour nous en tant qu'Africains, en tant que Nigérians, ou est-ce qu'on essaie de se calquer sur d'autres villes qui définissent ces modèles de développement? Et est-ce qu'il nous faut vraiment aller dans ce genre de direction? Donc, voilà ce à quoi il faut penser, parce qu'il faut penser à des solutions pour les gens de différents États et de différentes villes. Et je vais m'arrêter ici pour le moment. C'est intéressant parce qu'on parle de la conversation de Gwangju de lundi avec ses canaux à Gwangju, etc. Donc essayer de réinstaurer ces réseaux de canaux. Et je pense qu'il y a aussi du bon travail qui est en train d'être fait à Lagos. Je ne sais pas si tu connais ce projet Makoko. Avec les écoles flottantes, c'est ça? Oui. Donc je pense que justement ce mouvement va peut-être se développer, mais je pense que c'est un changement systémique qui est nécessaire. Et j'ai d'ailleurs une question du public. Quels sont les 3 mots qui décrivent le mieux Lagos, selon toi? Je dirais que c'est un centre créatif, circulation et des opportunités. Parlons de créativité alors. Et si on se concentre sur ton travail en tant que photographe, pourrais-tu nous parler de ton histoire? Et pourquoi tu es passé d'une formation de géologue à un travail de photographe? Et finalement, pourquoi ton travail de photographe te ramène aussi à la géologie? Eh bien, Theodore Story est un collectif que nous avons créé il y a 3 ans, avec des photographes nigérians très créatifs. Donc on a commencé tout simplement avec des événements, des fêtes, des mariages, etc. Mais nous n'avions pas vraiment envisagé le fait de nous focaliser sur notre quotidien. On parle du développement, qui définit quoi. Si on ne connaît pas l'histoire d'un endroit, on ne peut pas être sûr du type de développement qui va être envisagé. On ne sait pas si les choses progressent ou pas. Donc, ce collectif essaie de répertorier, de collecter l'histoire de notre pays, du Nigeria, et aussi de nous encourager, de nous soutenir les uns les autres, et de trouver des solutions pour le futur. Donc, on a travaillé sur un projet de ferme à petite échelle, de micro-ferme. Et justement, ce sont ce genre de micro-fermes qui nous nourrissent. Et très souvent, dans les médias, on ne voit pas ça. On voit beaucoup de technologie, et en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein, l'agriculture. Donc il y a des géographes, des photographes qui essayent de montrer comment cela se passe. Donc c'est un collectif qui soutient ce genre de travail. On travaille aussi avec des Australiens, par exemple, ou en Asie.
Donc c'est vraiment un centre de créativité avec des vidéastes, des photographes d'Afrique. Et pour moi, Lagos, c'est ma deuxième maison. Quand je suis coincé et j'arrive plus à avancer, en général, ce que je fais, c'est que je vais à Lagos. Je ne parle à personne, mais lorsqu'on arrive à Lagos, c'est une ville où les gens pensent qu'ils vont réussir. Donc les gens sont très créatifs. Et ils essaient d'utiliser toutes les opportunités qui se présentent à eux, essayer de fonder un monde meilleur et de vivre dans un meilleur endroit. On ne peut pas arriver à Lagos et se tourner les pouces. On est obligé d'être créatif. Et on est obligé de saisir les opportunités qui se présentent à nous. Ce n'est pas un endroit pour les fainéants, je dirais. C'est un endroit où il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour réussir. Voilà comment j'envisage Lagos. Et moi, j'ai beaucoup d'amis à Lagos et qui font un travail excellent. Et j'insiste là-dessus, vraiment, c'est un incroyable travail qu'ils font. Et ils bâtissent l'histoire du Nigeria. Et je pense qu'il faut que je m'arrête ici. Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi tu as choisi la photographie. Pourquoi parler de ces sujets environnementaux à travers la photographie? Quelle est la cible, justement, lorsque tu photographies? Merci, je crois que c'est une question intéressante. Pourquoi la photographie? Pour nous et pour moi, en tout cas, c'est un outil d'expression. Comme je le disais, une photographie peut raconter 1000 histoires différentes. Et les gens qui ont vu ces vidéos, même s'ils ne sont jamais allés à Lagos, eh bien, ça donne une idée du système de transport à Lagos. Donc la photographie, pour moi, c'est un outil qui me permet de communiquer sur les problématiques qui me viennent du fond du cœur et ce que je vois, et ça me permet de transmettre ce message aux gens. Donc j'ai travaillé sur plusieurs campagnes, plusieurs problématiques. Ici, on a vu le côté un peu négatif, la pollution. Et très souvent, malgré le stress, il y a des gens qui continuent à survivre, et ces gens ont survécu. Donc moi, ça m'amène à aller un peu plus loin et à essayer de communiquer la force de ces gens à travers mon travail. Et en faisant cela, on fait vraiment la comparaison entre ce qu'ils ont traversé, comment ils survivent et comment ils se projettent dans le futur. C'est grâce à la photographie que j'arrive à faire cela. Et parfois, on peut penser que c'est un petit peu tiré par les cheveux de parler du changement climatique à travers la photographie, etc., avec ce genre de travail. Et parfois, il y a des gens qui disent « non, mais franchement, le changement climatique, ça veut rien dire. » Bon, tu vois de qui je parle, hein. Il y a quelqu'un aux États-Unis qui disait souvent ça il n'y a pas longtemps. Eh bien, ce qu'on peut voir, c'est que les sécheresses, ce ne sont pas seulement des mots, on le voit concrètement. Donc la photographie nous aide à montrer au monde entier que c'est ce qui se passe aujourd'hui et de dire, voilà, il y a des solutions. Et par exemple, pour les agriculteurs, mon objectif, c'est de montrer au gouvernement, parce que le gouvernement du Nigeria, par exemple, vient d'autoriser les OGM à être introduits dans notre système alimentaire, alors que les agriculteurs du Nigeria, alors qu'ils sont compétents sans forcément avoir été formés techniquement, académiquement, sans avoir à utiliser des OGM. Et c'est important de préserver les semences locales.
ces gens-là ont ce savoir justement à niveau local. Donc c'est aussi une façon de le faire. Et donc notre sécurité alimentaire est en danger. Là, on utilise des moyens agroécologiques pour préserver la nourriture, mais ces gens-là n'obtiennent pas assez de soutien, malheureusement. Et donc, ce que j'essaie de faire, c'est de montrer au gouvernement le travail qui est réalisé par ces gens, sans forcément avoir à importer des technologies de l'étranger. Car au niveau local, on peut parfois trouver des ressources. Et je crois et j'espère que lorsqu'on arrive à voir ce qu'ils font, en utilisant les outils qu'ils ont et voir qu'ils font de leur mieux, je pense que ça les aidera et ça les soutiendra. Bien, merci beaucoup. Et une dernière question du public. Quelle serait la Lagos idéale pour vous et pour tous ses habitants? La Lagos idéale serait une ville où tout le monde, en tant qu'être humain, est respecté. Où tout le monde est traité de façon égalitaire et juste, peu importe d'où on vienne, en ce qui concerne l'économie, la politique, la région dont on vient, si on est riche ou si on est pauvre, être respecté en tant qu'être humain à Lagos. Project you talked about is under the attack, I should call it right now. We could lose Makoko. Ce projet Makoko peut être perdu à n'importe quel moment. Il y a des plans gouvernementaux, éco-gouvernementaux, pourraient parfois nous faire perdre ce projet parce que il y a des villages de la communauté autochtone qui ont été détruits. Et certains sont à la rue maintenant à cause de cela, et donc les gens ne sont pas respectés. Lagos est une ville qui est faite pour tout le monde, parce qu'on trouve des gens de partout du pays, du nord, du sud-est, du sud-ouest, tout le monde. On vient des 4 coins du Nigeria pour vivre à Lagos, donc il faut arriver à être respecté pour ceux que l'on est et ne pas être rejeté parce qu'on vient de tel ou tel endroit est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, et ça je pense que ce serait très important. Très bien, merci beaucoup, je pense que c'est une belle façon de conclure. Merci infiniment. Je vais maintenant m'adresser à tout le monde. Vous pourrez donc vous documenter sur le travail de notre invité en ligne sur le site internet, et merci infiniment de nous avoir partagé tout ça, et bon courage, et je te souhaite le meilleur dans ce que tu fais. Sayonara, merci beaucoup. C'était la dernière session de Portrait d'Espace. Merci infiniment à l'Université de Lyon. Merci beaucoup à Cédric. Merci à toute l'équipe technique qui a rendu ce rendez-vous possible. Il y a d'autres événements qui vont continuer, donc vous pouvez rester en ligne avec nous. Merci infiniment. Au revoir, namasté.